Elle s'est vendue pour un toit, mais le rancher au visage balafré lui a offert un foyer et un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. Willow Creek, territoire du Wyoming, décembre 1841. Le vent hurlait sur Main Street tel une bête blessée, charriant des tourbillons de neige dans son sillage et les projetant contre les volets clos et les façades délabrées de la petite ville. Des lanternes vacillaient derrière les vitres givrées, jetant des flaques de lumière tremblotantes sur le sol gelé. Dans l'ombre de la ruelle adjacente au Saloon McAllister, Anna Harlow se serrait contre le mur de briques, les bras enroulés autour de ses côtes. Ses lèvres étaient gercées, ses doigts raidis par le froid, et le mince châle sur ses épaules ne parvenait pas à chasser le frisson qui s'était insinué jusqu'à ses os. 3 jours sans nourriture, 4 nuits à dormir sous des porches, dans des étables, partout où elle pouvait trouver un abri. Son estomac se noua à l'odeur du ragoût de bœuf qui s'échappait du saloon, une senteur riche, chaude, provocante. Elle serra la mâchoire et baissa les yeux, essayant de chasser la faim par la seule force de sa volonté. Les portes du saloon s'ouvrirent brusquement dans un souffle de chaleur et de rires tapageurs. 2 hommes sortirent en titubant dans la neige, leur souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. L'un d'eux s'arrêta, plissant les yeux vers la ruelle. « Tiens, tiens, qu'avons-nous là ?» La voix d'Amos Kane était pâteuse d'alcool et de cruauté. Il s'avança vers elle, ses bottes craquant dans la neige. « Un petit oiseau tout seul dans le froid. » Anna recula, les briques éraflant sa colonne vertébrale. « Laissez-moi tranquille. » Il afficha un large sourire, révélant des dents jaunies. « Allons, allons. Ce n'est pas très amical. J'ai une chambre à l'étage. Le feu est bon, le lit est moelleux. Viens avec moi, et je m'assurerai que tu aies un souper. » J'ai dit non, murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât. Tu es sûr? Les yeux d'Amos se rétrécirent, méchants et vifs. Tu n'as nulle part où aller. Ne prétendez pas être meilleur que ce que vous êtes. J'ai entendu parler de vous. Les gens parlent. Il tendit la main pour saisir son bras. Lâchez-moi, dit-elle, plus fort cette fois, en se dégageant. Ne sois pas stupide. C'est un échange équitable, le gîte et le couvert contre un peu de compagnie. La dame a dit non. La voix trancha la neige comme une lame, profonde, posée, calme. De l'ombre émergea un homme, grand et large d'épaules, un chapeau à large bord saupoudré de neige, son manteau flottant au vent. La cicatrice qui barrait sa joue gauche capta la lueur de la lanterne, une ligne pâle sur une peau tannée par le soleil. Ses yeux étaient d'un gris acier, inflexible. Amos se tourna. « Ce ne sont pas tes affaires, l'étranger. »« Maintenant, si. » La voix de l'homme ne s'éleva pas, ne menaça pas, mais elle n'en avait pas besoin. Amos se rengorgea. « Vous ne savez pas qui elle est. » « Je sais ce qu'elle est en ce moment, frigorifiée, affamée, et harcelée par un homme qui n'accepte pas un non comme réponse. Vous me traitez de menteur? Je dis que vous devriez partir. » Un silence tendu s'installa. La main d'Amos plana près du pistolet à sa hanche. Puis il ricana et cracha dans la neige. De toute façon, elle n'en vaut pas la peine. Il fit demi-tour et retourna en titubant vers le saloon, marmonnant des jurons. Anna s'affaissa contre le mur, ses jambes menaçant de la lâcher.
L'étranger se tourna vers elle, l'évaluant avec une inquiétude silencieuse. Vous n'allez pas bien, constata-t-il. Tout va bien, mentit-elle. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Elle détourna le regard. Sans un mot, il retira son lourd manteau et le drapa sur ses épaules. Il sentait le cuir de sel et la fumée de bois. Une chaleur se répandit si vite dans son corps qu'elle faillit en pleurer. Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous? Demanda-t-elle. Parce que quelqu'un doit le faire. Il lui tendit une main gantée. Je m'appelle Jacob Thornton. Je possède un ranch près d'ici. Anna Harlow. Je sais, les gens parlent de vous, mais je me fais ma propre opinion. Je vous ai vu chercher du travail honnête. Je vous ai vu repousser des hommes comme Amos. Où voulez-vous en venir? J'ai besoin de quelqu'un pour cuisiner, nettoyer, tenir la maison. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est un travail honnête. Le gîte, le couvert et un salaire. Mon petit fils, elle le dévisagea. Quel est le piège? Pas de piège, juste du travail, et peut-être une chance de tout recommencer. La neige tombait silencieusement entre eux. Les mains d'Anna se crispèrent sur le manteau. Vous faites confiance aux étrangers si facilement? Pas d'habitude, répondit Jacob, mais vous ne me semblez pas être le genre de femme à mentir sur sa situation. Avez-vous faim? Oui, murmura-t-elle. Alors, allons vous nourrir. Il la guida vers le chariot garé au bout de la rue. Elle hésita, puis monta à bord. Tandis qu'il claquait les rênes et qu'il s'enfonçait dans la tempête, Anna jeta un dernier regard à la faible lumière du saloon. Elle avait sacrifié sa dignité pour survivre, mais quelque chose lui disait que cette fois, elle l'échangeait peut-être contre bien plus. La neige s'épaississait, étouffant le son des roues du chariot, tandis qu'Anna était assise à côté de Jacob Thornton, sur le banc étroit. Elle serrait plus fort son manteau autour de ses épaules, se raidissant à chaque secousse sur la piste gelée. Le silence entre eux était long et pesant. Elle jeta un coup d'œil vers lui. Sa mâchoire était crispée, les rênes fermement tenues, la neige s'accumulant sur le bord de son chapeau. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté la ville, sauf pour l'aider à monter. Anna rompit le silence. Votre ranch est-il loin? 2 heures par beau temps. Ce sera peut-être plus long ce soir. Les chevaux renâclèrent, leur souffle s'élevant en épais nuages. Elle se frotta les doigts gourds. Vous vivez seul? Depuis un certain temps. Pas de femme? Non. Ses réponses étaient brèves, mais pas froides. Pourtant, elle ne faisait pas confiance facilement. D'après son expérience, les hommes attendaient toujours quelque chose en retour. Quel genre de travail attendez-vous? Demanda-t-elle. Cuisiner, nettoyer, entretenir la maison. C'est tout? C'est tout. Elle étudia son profil. Aucune convoitise dans son regard, aucun charme mielleux, juste une force tranquille. Cela la déstabilisait plus que tout. Vous avez dit qu'il était grand? Plus que la plupart. Mon grand-père l'a fondé. Mon père l'a agrandi. J'essaie juste de le maintenir à flot. Le silence revint. Anna regarda l'immensité qui s'offrait à elle. Des collines enneigées, des arbres nus, des montagnes veillantes au loin. Je ne m'attendais pas à autant d'espace, murmura-t-elle. La plupart des gens non plus. Le Wyoming n'en manque pas. Ils franchirent une crête et le paysage s'ouvrit pour révéler le ranch. Une maison à 2 étages avec un porche incliné, une grange légèrement penchée et plusieurs dépendances couvertes de neige. Une fine fumée s'échappait de la cheminée. C'est à vous? Jacob hocha la tête. Il y a du travail, mais c'est solide.
Il arrêta le chariot devant le porche et sauta à terre. Quand il l'aida à descendre, son contact fut chaud et assuré. Elle tressaillit, mais il recula, lui laissant de l'espace. À l'intérieur, la maison était froide, mais pas vide. La poussière était présente et les meubles usés, mais il y avait des signes de vie. Des photos sur le manteau de la cheminée, des bottes près de la porte, un quilt soigneusement plié sur une chaise. Votre chambre est à l'étage, deuxième porte à droite. Elle monta lentement. La chambre était petite, mais propre. Un lit simple, un coffre en bois et une fenêtre donnant sur les montagnes. Un kilt fait main couvrait le lit de couleur douce et passée. Anna s'assit sur le bord, passant ses doigts sur les coutures. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas eu une chambre avec une porte qu'elle pouvait fermer. En bas, elle entendit le crépitement du feu. L'odeur du café suivit bientôt. Quand elle redescendit, Jacob lui tendit une tasse et fit glisser une assiette sur la table. Du pain, du beurre, du jambon froid. Simple, mais réel. Ses mains tremblaient en prenant la tasse, la chaleur presque insupportable. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle. Peut-être pas, mais j'en avais envie. Ils mangèrent en silence, et pour une fois, elle ne ressentit pas le besoin de se justifier. Après, Jacob se pencha en arrière. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Les gens du village parleront de votre présence ici, du fait que je sois célibataire. Anna se raidit. Je m'en doutais. Ils chuchoteront, diront que vous échangez des faveurs contre un abri. Elle déglutit. Ils le font déjà. Il la regarda dans les yeux. Quoi qu'ils disent, ça ne change rien ici. C'est votre foyer maintenant, aussi longtemps que vous le voudrez. Le mot résonna en elle comme une cloche oubliée depuis longtemps. Elle baissa les yeux. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, ce qui pourrait me suivre. La voix de Jacob était douce. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais que vous aviez besoin d'aide. Je sais que vous avez dit oui quand vous auriez pu dire non. C'est suffisant. Le vent hurlait dehors, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, Anna sentit quelque chose s'éveiller au fond de sa poitrine. L'espoir. La vie au ranch Thornton s'installa dans un certain rythme. Chaque matin, Anna se levait avant le soleil, s'enveloppait dans le lourd châle que Jacob lui avait donné et allumait le poêle de la cuisine. Elle balayait les sols, faisait la vaisselle et tentait des repas simples. Porridge, œufs durs, café fort. Mais le troisième matin, alors qu'elle cuisinait du bacon et des œufs, la poêle crépita et projeta de la graisse. Le bord de sa manche effleura le poêle et prit feu. Elle hurla, reculant d'un bond. La porte s'ouvrit violemment. Jacob entra en courant, attrapa le seau d'eau près de l'âtre et le versa sur elle. Les flammes s'éteignirent, la laissant trempée et tremblante sur le sol de la cuisine. Je suis désolée, murmura-t-elle, le souffle court. Je ne suis même pas capable de préparer un petit déjeuner. Jacob s'accroupit à côté d'elle, la voix basse. Vous apprenez. Ce poêle est capricieux. Il faut juste du temps. Il lui tendit une serviette. Pas de reproche, pas de jugement. Pendant l'heure qui suivit, il lui montra comment lire les flammes, régler les clapets et trouver les points chauds du poêle. Sa voix était calme, ses mains sûres tandis qu'elle guidait les siennes. Anna l'observait attentivement. Pas seulement la leçon, mais sa façon de bouger, de parler, d'enseigner. Chaque geste était respectueux, réfléchi. Il la traitait avec une patience qui la troublait plus que la cruauté
ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, en retournant dans sa chambre, elle trouva un paquet enveloppé dans du papier brun sur son quilt. À l'intérieur se trouvaient 2 nouvelles paires de chaussettes en laine, un châle plus épais et un mot de la main de Jacob. Je pensais que vous en auriez besoin avec le froid qui arrive. Quelques jours plus tard, quand le sucre vint à manquer, elle trouva un pot de miel bien rangé dans le garde-manger. Sur la table près de la fenêtre, une pile de livres était apparue. Des romans usés, un mince recueil de poésie et un journal de voyage avec des fleurs séchées entre les pages. Il ne les mentionna jamais, mais chaque offrande en disait plus long que des mots. Jacob la remerciait après chaque repas, même ceux qui étaient brûlés. Il essuyait toujours ses bottes avant d'entrer. Discrètement, sans qu'elle le demande, il répara la marche qui grinçait, la charnière de sa fenêtre, le tiroir cassé de la cuisine. Un soir, après le souper, Anna se rendit à la grange et le trouva agenouillé à côté d'un veau, en train d'envelopper sa patte dans un linge imbibé de pommade. Vous êtes doué avec eux, dit-elle. Jacob leva les yeux. Les animaux ne mentent pas. Ils vous disent ce dont ils ont besoin et ils ne jugent pas. Elle fit un pas de plus, attirée par quelque chose d'indicible. La façon dont il parlait au veau, à voix basse, avec douceur, lui serra le cœur. Elle n'avait jamais su que la tendresse pouvait prendre cette forme. Plus tard dans la semaine, en époussetant le salon, elle trouva une photographie glissée derrière une rangée de livres. Une jeune femme aux yeux vifs et aux boucles sombres se penchait vers un Jacob plus jeune. Tous deux souriaient, comme s'ils croyaient que le monde serait toujours bienveillant. Elle venait de la prendre quand sa voix retentit depuis l'embrasure de la porte. Elle s'appelait Laura. Anna se retourna vivement. Je suis désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. Mais ce n'est rien. Il entra, son visage impénétrable. Je l'ai mise là pour ne pas la voir tous les jours, mais je ne pouvais pas non plus la cacher. Elle était magnifique. Elle l'était, dit-il doucement, prenant la photo de ses mains. Nous devions nous marier. Elle est morte l'hiver précédent, la fièvre. Anna ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Elle croyait aux secondes chances, ajouta Jacob. Elle pensait que personne ne devrait être jugé sur sa pire erreur. Anna l'étudia, la cicatrice, la force tranquille, le chagrin silencieux derrière ses yeux. Elle devait vous aimer profondément, dit-elle. C'était le cas. Il reposa la photo sur le manteau de la cheminée, et je crois qu'elle vous aurait apprécié. Les mots provoquèrent un tremblement dans la poitrine d'Anna. Elle voulait le croire, voulait croire que quelqu'un comme elle pouvait être connu et pourtant désiré. Cette nuit-là, en retournant dans sa chambre, elle ne détourna pas le regard de la photographie sur la cheminée. Elle laissa sa présence s'attarder. Pour une fois, elle ne se sentit pas comme une intruse. Elle se sentit invitée. Le soleil matinal scintillait sur les champs enneigés, mais le froid mordait toujours, plus vif que jamais. Anna essuyait la vaisselle du petit déjeuner quand elle entendit les roues d'un chariot crisser dans la cour. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Jacob revenir de la ville, le visage assombri sous son chapeau. Il y avait dans ses épaules une tension qu'elle reconnut immédiatement. Des ennuis. Il entra, tapant la neige de ses bottes. « Il faut qu'on parle, » dit-il doucement. Anna posa le torchon. « Qu'y a-t-il » ? Un homme a posé des questions en ville, bien habillé. Il a dit s'appeler Victor Harlow.
Son souffle se coupa. Le nom se tordit comme un couteau dans ses entrailles. Il a dit que c'était votre frère. Elle se détourna, agrippant le bord de l'évier. Il m'a trouvé. Il n'avait pas l'air d'un membre de la famille inquiet, dit Jacob. Bill, de l'épicerie, a dit que l'homme posait des questions, voulait savoir si quelqu'un vous avait vu. Il a dit qu'il y avait une affaire de famille à régler. Anna resta silencieuse un long moment. Il n'est pas ici parce que je lui manque, dit-elle enfin. Victor ne fait jamais rien qui ne le serve pas. Jacob croisa les bras. Que veut-il? Me faire taire. Le front de Jacob se plissa, mais il ne l'interrompit pas. Il y a 3 ans, Victor courtisait la fille d'un des associés de mon père. Emily avait à peine 17 ans. Une fille adorable. Elle lui faisait confiance. Sa voix se fit plus basse. Une nuit, quelque chose s'est passé. Il a profité d'elle, l'a blessée. Sa famille a quitté la ville le lendemain. Sans explication, ils sont juste partis. Mais j'ai vu les bleus. J'ai su ce qu'il avait fait. Elle croisa le regard de Jacob, le sien déterminé. Je l'ai dit à père, mais Victor avait déjà tissé ses mensonges. Il a dit qu'Émilie était hystérique, instable. Il a convaincu père que j'essayais de le saboter par jalousie ou par dépit. La mâchoire de Jacob se crispa. Et maintenant, Victor sait que je pourrais le ruiner. Si je parlais aux bonnes personnes, des juges, des associés, des gens de la haute société, toute sa réputation s'effondrerait. Il n'est pas ici pour me ramener à la maison. Il est ici pour s'assurer que je ne parlerai jamais. Jacob hocha lentement la tête. Alors il me trouvera sur son chemin. Anna le regarda, le cœur serré. Je ne veux pas que vous soyez mêlé à ça, dit-elle. Je le suis déjà. Ils étaient encore dans la cuisine quand le bruit de sabots rompit le silence. Anna s'approcha de la fenêtre. Un cavalier solitaire approchait de la maison, son manteau impeccable, sa posture trop parfaite pour ne pas être étudiée. Même de loin, elle reconnut sa façon de se tenir. Il descendit de cheval avec aisance, attacha les rênes au poteau du porche et leva les yeux vers la maison avec une expression suffisante. Jacob se dirigea vers la porte, mais Anna l'arrêta. « Je vais lui parler. Je serai juste derrière vous, dit-il. Ils sortirent ensemble sur le porche. Victor sourit en la voyant. Eh bien, te voilà, petite sœur. Tu t'es certainement bien installée. Victor, je dois dire que je m'attendais à quelque chose de moins civilisé. Mais ça, dit-il en désignant la maison, c'est presque respectable. Que veux-tu? Demanda-t-elle. Te ramener à la maison, bien sûr. Sa voix était mielleuse, chaque mot suintant une fausse inquiétude. Père est hors de lui. Père m'a renié. Ou l'as-tu oublié? Le sourire de Victor se crispa. C'était avant d'entendre ta version. Je suis sûr que si tu revenais et faisais amende honorable, je ne reviendrais pas. Les yeux de Victor se posèrent sur Jacob. Et je suppose que ce cow-boy a quelque chose à voir avec ta soudaine défiance? Jacob s'avança. Elle ne vous appartient pas. Elle fait ses propres choix. L'expression de Victor se durcit. Vous croyez qu'elle vous a dit la vérité? Vous pensez que c'est une pauvre fille bafouée qui essaie juste de survivre? Demandez-lui ce qu'elle a fait à Laramie. Demandez-lui ce qui s'est passé avec Jonathan Webb. L'estomac d'Anna se noua. Ce n'est pas à toi de déformer cette histoire. Oh, mais si, dit Victor doucement. Tu vois, c'est ta parole contre la mienne, chère sœur, et tu fuis déjà un scandale. Combien d'autres avant que cet homme ne réalise ce que tu es? La voix de Jacob était calme,
mais tranchante comme de l'acier. Elle ne vous doit rien. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Le regard de Victor s'aiguisa. Faites attention, Thornton. Vous croyez que ça se terminera par un avertissement. Je finis toujours ce que je commence. Alors, mettez-vous en route, dit Jacob. Les yeux de Victor s'attardèrent sur Anna, traversés par un éclair dangereux. Ce n'est pas fini. Il se retourna, monta à cheval et s'éloigna, le vent emportant le bruit des sabots. Anna resta figée sur le porche, le cœur battant, glacé malgré le soleil. « Il n'a pas fini, » dit-elle doucement. Jacob posa une main rassurante sur son dos. « Nous non plus. » Le vent s'était calmé, mais le froid coupait plus vivement que jamais. La neige craquait sous les bottes cirées de Victor Harlow alors qu'il s'approchait du porche, un papier plié dans une main gantée, deux hommes l'observant depuis la barrière. Impeccable dans un manteau sombre, il rayonnait d'assurance. Anna et Jacob sortirent à sa rencontre. Victor leva le papier. « Anna Harlow, par l'autorité du shérif Latham, je vous place en état d'arrestation. Vol de 200 $ dans le magasin de votre père. » La voix de Jacob était neutre. « Laissez-moi voir le mandat. » Victor eut un sourire suffisant. « C'est une affaire de famille. Restez en dehors de ça. » Jacob ne bougea pas. Le mandat. Victor glissa le papier dans son manteau. « Le shérif réglera ça quand elle sera de retour. »« Je n'ai rien volé, » dit Anna. Victor écarta les bras. « Vous avez disparu la nuit même où l'argent a disparu. Les gens tireront leurs propres conclusions. Vous avez falsifié ce document, » affirma Anna. « Je n'ai besoin de rien falsifier, » dit Victor d'un ton glacial. « Les gens ont juste besoin d'une raison de douter de toi, comme Samuel Reed. » Anna se raidit. Victor se tourna vers Jacob. « Est-ce qu'elle t'a parlé de lui, l'homme qui la payait quand elle avait 17 ans? » « Ça suffit, » lança Anna sèchement. Elle a pris son argent, ses repas, ses vêtements, ses petits cadeaux, jusqu'à ce qu'elle refuse de lui donner ce qu'il désirait le plus. Jacob la regarda. « J'avais 17 ans, » dit-elle. « Je pensais qu'il tenait à moi. » Le rictus de Victor s'élargit. Mais elle a pris l'argent, comme avec père. C'est une habitude chez elle. « Pars, » dit Jacob en s'avançant. La main de Victor fut rapide, trop rapide. En un clin d'œil, il tenait un pistolet pointé sur Anna. « Elle vient avec moi, » gronda-t-il, « dans le chariot ou dans un cercueil. » Le temps sembla se figer. Jacob s'élança, plaquant Victor au sol. L'arme vola dans la neige. Ils luttèrent avec violence, jusqu'à ce que Victor arrache une lame de sa botte et frappe. Jacob eut un hoquet de douleur quand le couteau lui effleura le bras, le sang imbibant sa manche. « Arrête !» hurla Anna en plongeant vers le pistolet près du porche. Elle le pointa, les mains tremblantes. « Victor, lâche-le !» La lame plana au-dessus de la gorge de Jacob. « Fais-le !» cria-t-elle. « Je tirerai !» Victor se figea, la poitrine haletantée. « Tu n'en as pas le cran. »« Mets-moi au défi, » dit Anna. « Un pas de plus, et je mets fin à tout ça. » Jacob profita de l'instant pour repousser Victor. Ils roulèrent chacun de leur côté, le sang tachant la neige. Victor se releva, pantelant et furieux. « Ça ne change rien, » siffla-t-il. Anna stabilisa l'arme. « Je sais ce que tu as fait. Les fonds manquants, les contrats falsifiés, les terres volées au nom de père. » Victor blêmit. « Tu bluffes. Je t'ai observé. Je me souviens de chaque accord que tu croyais secret. » Il regarda vers ses hommes à la barrière, puis de nouveau vers elle.
Personne ne te croira. Tu n'es qu'une fugitive à la réputation ruinée. Moi, je la crois, dit Jacob, maintenant debout, le bras en sang. Il se plaça à côté d'Anna. C'était une enfant. Quelqu'un a abusé de sa confiance. Ça fait d'elle une victime, pas une criminelle. Ce n'est pas à toi de la définir. Les mains d'Anna se raffermirent. Quelque chose au fond de son cœur se mit en place. « Pars, dit-elle. Victor hésita. Si jamais tu t'approches encore de moi, je dirai tout à tout le monde, et je ne serai pas seul. Les lèvres de Victor se retroussèrent. Tu le regretteras. Non, dit-elle, plus maintenant. Il recula, épousseta la neige de son manteau et se retourna. Sans un mot de plus, il monta à cheval et disparut entre les arbres, ses hommes sur ses talons. Anna abaissa l'arme, le souffle court. Jacob la regarda. « Tu trembles, tu saignes, » répondit-elle. Il esquissa un faible sourire. « Tu devrais voir l'autre. » Elle eut un rire rauque, tremblant, mais sincère, et pour la première fois, elle se sentit grande, non pas à cause de l'arme dans sa main, mais parce que quelqu'un, enfin, pensait qu'elle valait la peine d'être défendue. La neige avait commencé à fondre sur les bords du ranch Thornton, mais à l'intérieur, l'air semblait plus lourd que n'importe quelle tempête d'hiver. On frappa juste après le lever du soleil. Jacob sortit pour prendre le télégramme et, en le lisant, son visage s'assombrit. Anna, debout près du poêle, sentit l'angoisse lui nouer les entrailles. « Qu'est-ce que c'est » Il lui tendit le papier jaune. « Du bureau du shérif à Cheyenne. » Ses yeux parcoururent les mots et le sang quitta son visage. Victor avait porté des accusations formelles. Il prétendait maintenant qu'elle avait volé $500, plus du double de l'accusation initiale. 3 témoins avaient signé des déclarations sous serment affirmant l'avoir vu prendre l'argent dans le magasin de son père. Anna s'effondra sur une chaise. « Il envenime les choses. Il sait que je ne fuis plus, alors maintenant il essaie de m'enterrer. » Jacob s'accroupit à côté d'elle. « Il bluffe. »« Non, » murmura-t-elle. « Il est en train de tresser un nœud coulant avec de faux serments et il me met au défi de crier au mensonge. Et les gens vont le croire. Nous nous battrons. » « Avec quoi ? » ? « Victor a de l'argent, des avocats, des relations. J'ai un passé dont les gens chuchotent et un frère qui veut me voir disparaître. »« Tu m'as, moi, » dit Jacob. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas te laisser détruire ta vie pour ça. S'il t'entraîne là-dedans, il te ruinera aussi. » Jacob se releva lentement, prit ses mains dans les siennes et la regarda dans les yeux. « Je t'aime. » Les mots sortirent sans hésitation, calmes mais clairs. « Je ne m'y attendais pas, » continua-t-il. « Je ne le voulais même pas, mais c'est la vérité. Je t'aime, Anna Harlowe. » Les larmes lui piquèrent les yeux. « Tu ne peux pas. » Il sourit faiblement. « Trop tard pour ça. » Elle détourna le regard. « Si tu savais tout de moi, ce que j'ai fait, ce à quoi j'ai survécu, tu ne dirais pas ça. J'en sais assez. Je sais que tu es courageuse. Je sais que tu es bonne. Je sais que tu cuisines mieux que moi, même si le poêle te déteste. Je sais que cette maison est devenue un foyer le jour où tu en as franchi le seuil. » Son souffle se coupa, et un instant, elle se permit de croire qu'il était possible d'être vu, vraiment vu, et toujours aimé. Mais l'instant fut brisé par le martèlement des sabots et le craquement des bottes dans la neige. Jacob se dirigea rapidement vers le porche. Le shérif Latham se tenait là avec 2 adjoints, tous 3 solennels sous le bord de leur chapeau.
Le shérif tenait un papier plié dans une main. Mademoiselle Harlow, dit-il, je crains de devoir vous mettre en état d'arrestation. Anna sortit, le menton levé. Sous quel chef d'accusation? Vol et fraude, dit Latham, et fuite de la justice. J'ai un mandat signé par le juge territorial lui-même. Jacob s'interposa. Laissez-moi voir. Le shérif le lui tendit. Jacob parcourut les lignes en fronçant les sourcils. Il est question de 500 $. De nouvelles preuves sont apparues, dit Latham. Apparemment, le crime de mademoiselle Harlow était plus étendu qu'on ne le croyait au départ. Les mains d'Anna se crispèrent. C'est un mensonge. Alors prouvez-le, dit le shérif, mais vous devrez le faire à Cheyenne. La voix de Jacob était calme. Elle a le droit de contacter un juge. Latham hésita. Techniquement, oui. Anna se tourna vers Jacob. Le juge Whittaker, il connaît notre famille. Sa nièce était... Sa voix se brisa. Émilie. Les yeux de Jacob s'écarquillèrent. La fille à qui Victor a fait du mal. Anna hocha la tête. Il écoutera. Jacob se tourna vers le shérif. Laissez-nous envoyer un télégramme. C'est tout ce que nous demandons. Le shérif soupira. Très bien, mais je ne peux pas attendre longtemps. Vous avez jusqu'à demain matin. J'irai moi-même en ville, dit Jacob. Je l'enverrai dans l'heure. Anna se tenait sur le porche, regardant Jacob préparer son cheval. Et s'il ne répond pas, alors nous trouverons une solution ensemble. Elle acquiesça, puis s'avança et posa sa main sur sa poitrine. Tu pensais ce que tu as dit? Jacob baissa les yeux vers elle. Chaque mot. Puis il partit au galop vers la ville, le télégramme brûlant un trou dans la poche de son manteau, portant son dernier espoir sur la force d'un simple message. Enquêtez sur Victor Harlow. Renseignez-vous sur Emily. La vérité importe plus que le sang. L'air du matin était calme, le ciel d'un gris pâle, alors que le soleil perçait par-delà les montagnes. Jacob se tenait sur le porche, lisant un télégramme jaune. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes avant qu'il ne rentre. Anna leva les yeux de la table, où elle était restée assise presque toute la nuit à attendre. Alors, demanda-t-elle, la voix rauque de fatigue. Jacob lui tendit le télégramme. C'est du juge Whittaker. Elle le déplia avec des mains tremblantes. Victor Harlow, sous enquête pour fraude et implication possible dans la mort d'Emily Rollins. Enquête fédérale en cours. Accusation contre Anna Harlow en cours de révision. Marshal fédéral en route. Maintenez position. Anna fixa les mots, le souffle coupé. Il m'a cru. Jacob s'agenouilla à côté d'elle. Bien sûr qu'il t'a cru. Alors peut-être que j'ai une chance. Tu en as toujours eu une, dit-il doucement. En milieu de journée, le Marshal Evans arriva, un grand homme dans un manteau sombre saupoudré de neige. Ses deux adjoints restèrent dehors pendant qu'il entrait dans le salon, un carnet usé à la main. Mademoiselle Harlow, dit-il en inclinant son chapeau, j'ai été envoyé par le juge Whittaker pour commencer une enquête officielle. J'ai besoin que vous me racontiez tout. Anna s'assit, raide, sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux. Jacob s'assit à côté d'elle, lui offrant silencieusement sa main. Elle la prit. J'avais 17 ans, commença-t-elle. Victor était déjà le favori de mon père. Il le savait. Il en usait. J'ai remarqué que les registres n'étaient pas corrects. De l'argent manquant, de fausses écritures. Victor balayait toujours ça d'un revers de main. Le Marshal Evans hocha la tête. Continuez. Puis Emily est arrivée. Elle était douce. Faisait confiance à Victor. Je l'ai prévenu,
mais elle croyait qu'il allait l'épouser. Anna déglutit. Je l'ai trouvée en larmes. Elle n'a pas dit grand-chose, mais les Bleus. Le lendemain matin, sa famille avait quitté la ville. Disparu. Elle fit une pause. J'ai essayé de le dire à mon père, mais Victor est arrivé avant, lui a dit que j'étais jalouse, que je mentais. Et les affaires financières. Victor a falsifié des actes de vente de terre, transféré de l'argent dans des sociétés écrans. Je reconnais les noms. Il a utilisé ceux que j'avais aidé à classer quand je travaillais au magasin. Le Marshall Evans griffonna des notes. Et les accusations qu'il a portées contre vous? Que des mensonges. Je n'ai jamais rien volé. Il a inventé l'histoire, acheté les témoins. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le Marshal finit d'écrire, puis leva les yeux. Je vous crois. Anna cligna des yeux. Nous avons déjà discrédité 2 de ses témoins. Le juge Whittaker a confirmé qu'Emily est morte de blessures internes, compatibles avec une agression. Sa famille vient seulement de parler. Le souffle d'Anna trembla. Avec effet immédiat, dit le Marshal Evans, les charges contre vous sont abandonnées. Victor Harlow est recherché pour fraude, obstruction à la justice et peut-être plus. Nous le trouverons. Des larmes emplirent ses yeux, non de peur, mais de soulagement. Jacob n'avait pas lâché sa main une seule fois. Alors que le marshal partait, Jacob resta à ses côtés, silencieux. Je ne pensais pas que ce jour viendrait, dit doucement Anna. Tu l'as mérité, répondit-il. Tu t'es battu pour ça. Je n'aurais pas pu le faire seul. Tu n'avais pas à le faire. Elle se tourna vers lui. Tu ne m'as jamais demandé de m'expliquer, jamais fait sentir que je le devais. Il tendit la main et lui toucha la joue, essuyant une larme. Je te vois, Anna, pas celle qu'ils disent que tu es, juste toi. Dehors, le vent soufflait doucement, mais à l'intérieur de la maison, le silence ne semblait plus lourd. Anna se laissa aller en arrière, tenant toujours sa main. Le passé n'avait pas disparu, mais il ne la définissait plus. Pas ici, pas avec lui. Le lendemain matin, le soleil se leva plus brillant, jetant une lumière dorée sur les champs enneigés. Les oiseaux reprirent leur chant, et le froid qui avait saisi la terre pendant des semaines commença à s'atténuer. Pour la première fois depuis longtemps, Anna Harlow sentit que l'air dans ses poumons lui appartenait entièrement. Le passé n'avait pas disparu, mais il ne la tenait plus en otage. Jacob se tenait sur le porche, un café à la main, son bras blessé bandé sous son manteau. Quand Anna sortit, il se tourna vers elle avec un doux sourire. Tu as dormi, dit-il. Pour la première fois depuis des jours, répondit-elle. Ils restèrent en silence, regardant le ciel passer de l'ambre au bleu. Jacob posa sa tasse. J'ai réfléchi à tout ce que nous avons affronté et à ce qui vient après. Anna retint son souffle. J'ai bâti ce ranch pour qu'il dure, pour une famille, pour un avenir que je ne pensais plus avoir. Et puis, tu es arrivé. Il s'agenouilla, sortant de sa poche un simple anneau d'argent, tressé, usé, honnête. Anna Harlow, dit-il, veux-tu m'épouser? Son cœur s'emballa. Autrefois, elle avait échangé sa dignité contre un peu de chaleur. Elle avait traversé la neige et la honte avec pour seule force sa détermination. Maintenant, un homme s'agenouillait devant elle, non pas pour la sauver, mais parce qu'il voyait sa force. Oui, murmura-t-elle. Puis, plus fermement. Oui, Jacob Thornton. Il lui glissa l'anneau au doigt et l'enlaça, une étreinte non pas désespérée, mais ancrée, réelle. Plus tard cette semaine-là, une lettre arriva. L'écriture était reconnaissable, précise, formelle, un peu froide. Anna la tint un long moment avant de briser le sceau.
Ma très chère Anna, je t'écris avec plus de honte qu'un père ne devrait jamais emporter. Le Marshal Evans est venu me voir la semaine dernière. Il m'a tout montré, les mensonges de Victor, ses crimes, et la douleur que j'ai causée en croyant le mauvais enfant. Je n'ai aucune excuse. J'aurais dû écouter. J'aurais dû voir au-delà de ma fierté. Je t'ai abandonné. Si tu peux pardonner à un vieil homme sot, j'aimerais te revoir. Non pas pour te ramener à la maison, mais pour connaître la femme que tu es devenue. Je n'interférerai pas dans ta vie. J'espère seulement qu'elle est faite de paix et d'amour. Ton père, Nathaniel Harlow. Les larmes brouillèrent de sa vision alors qu'elle la relisait. Jacob la trouva dans le salon, la lettre contre sa poitrine. Il a écrit, dit-elle. Il voit enfin. Jacob prit la lettre, la lut en silence, puis la posa délicatement à côté de la photo de Laura sur la cheminée. Tu peux aller le voir, dit-il doucement. Je ne veux pas partir, pas maintenant, mais peut-être un jour. Quand tu iras, dit-il, tu n'iras pas seul. Le printemps commença à s'étirer sur la terre, faisant fondre la neige, percer des pousses vertes, tandis que les oiseaux nichaient sous les combles de la grange. Le ranch revivait. Anna et Jacob travaillaient côte à côte, réparant les clôtures, plantant des légumes, repeignant le porche. Leurs rires étaient plus faciles, leurs projets faits sans crainte. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel de rose et de lavande, ils se tenaient ensemble sur le porche. Anna se blottit contre Jacob, son bras chaud autour de ses épaules. Te demandes-tu parfois, demanda-t-elle, ce qui se serait passé si j'étais partie avec Victor cette nuit-là? Jacob réfléchit un instant. Je pense que la neige serait quand même tombée, et que le vent aurait quand même hurlé, mais ce porche serait vide, et j'attendrais encore quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Anna sourit, les yeux fixés sur l'horizon. Cet endroit, c'est plus qu'un abri, c'est un foyer. Ils restèrent là ensemble alors que la dernière lumière s'évanouissait derrière les collines. La tempête était passée et à sa place, il y avait l'espoir, une nouvelle saison, une nouvelle vie à deux. Ainsi, des vents mordants de l'hiver à la douce promesse du printemps, Anna et Jacob trouvèrent ce que beaucoup passent une vie à chercher, un amour bâti non sur la perfection, mais sur la vérité, non sur la fuite, mais sur un foyer. Dans une contrée où les tempêtes ne demandaient jamais la permission et où le passé ne lâchait jamais tout à fait prise, ils se sont choisis malgré tout, parce que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est de rester. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'amour du Far West, où chaque semaine, nous vous proposons des récits intemporels d'amour, de perte et de rédemption, issus du cœur indompté de la frontière américaine. Activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire où les balles ont manqué leur cible, mais pas les cœurs.